Alors, vous allez maintenant nous parler du mot ocre. Mais ocre, c'est un terme ambigu et générique pour indiquer toute une panoplie de différents minéraux. Euh, il y a, chez les ocres, on peut dire, il y a des argiles, il y a des grès, il y a des siltites qui ont, donc c'est des minéraux différents, aussi avec un degré d'homogénéité différente, qui ont tous en commun le fait d'avoir une proportion d'oxyde de fer assez importante. Et selon cette proportion, et selon, disons, la morphologie des cristaux, cela donne des apparences rouges, violets, oranges ou jaunes. Et en tant qu'archéologue, on n'est pas vraiment intéressé à l'ocre d'un point de vue minéralogique ou de la composition alimentaire, mais par son pouvoir colorant. Et nous savons, parce que nous la retrouvons dans des sites archéologiques, que l'ocre a été utilisée depuis très longtemps. Et d'ailleurs, au cours des derniers 10 ans, la première utilisation d'oxyde de fer a reculé graduellement dans le temps. Et nous avons maintenant des évidences d'une utilisation de pigments en Afrique et en Europe dans des sites vieux de au moins 250 000 ans. Les sites qui ont livré le plus d'ocre sont actuellement en Afrique, dans des périodes anciennes. Il y en a même peut-être à 700 000 ans ou 500 000 ans. Mais dans ces sites plus anciens, ces matériaux sont, je dirais, mal documentés et leur provenance, leur modification anthropogénique est discutée. Mais je dirais que il n'y a pas de collègues qui me remettraient en doute une utilisation de pigments en Europe et en Afrique après 250 000 ans. Et dans le Mid-Stone Age africain, on voit ces pigments se multiplier et parfois être présents en très très grande quantité à partir de 150 000 ans. Et pour des dates très anciennes comme ça, on parle déjà d'ocre pour la couleur ou éventuellement pour des utilisations qui seraient plus utilitaires? Oui, alors il y a un débat actuellement. Il y a certains collègues qui considèrent qu'une utilisation systématique des pigments ne pouvait que aussi être symbolique, tandis que d'autres considèrent que même si cette utilisation symbolique était peut-être présente, c'est plus facile d'investiguer le côté utilitaire, fonctionnel. Et d'ailleurs, ils ont dans certains cas démontré cette utilisation, par exemple dans le Mid-Stone Age, dans des mélanges avec des résines pour faire des emmanchements. Il a même été proposé que certains fragments d'ocre pouvaient être utilisés comme des percuteurs, comme percuteurs tendres. Nous sommes en train de faire des recherches sur l'utilisation de pigments, par exemple, pour se protéger du soleil. Comme protecteur contre les insectes. Ces activités, enfin ces utilisations sont connues ethnographiquement, mais on est en train de les tester avec des moyens d'analyse qui sont les mêmes que les crèmes solaires ou l'analyse des crèmes contre les insectes. Et nos résultats semblent montrer qu'effectivement l'ocre a le pouvoir de stopper des radiations ultraviolettes sur la peau. Et que donc nos informateurs ethnographiques, quand ils disent que la première utilisation, par exemple les femmes au Waimba, c'est la raison pour laquelle ils l'utilisent, c'est des raisons symboliques, ils vous disent aussi, mais c'est aussi des raisons utilitaires, qu'en effet ces deux fonctions utilitaires et symboliques peuvent très bien coexister, et je ne vois pas vraiment de raison pour laquelle ils n'ont pas pu coexister aussi au début de leur utilisation. Et d'ailleurs, je dirais, pour stabiliser une utilisation fonctionnelle, à un certain moment, si vous voulez la transmettre d'une génération à l'autre, il devient fondamental, presque nécessaire, de créer aussi d'autres raisons qui deviennent vite symboliques ou au moins de auto-identification du groupe pour pouvoir permettre de stabiliser cette utilisation. Donc en effet, à la fois devient un élément de la culture matérielle à laquelle on donne une signification, on donne un nom, même si certaines fonctions restent utilitaires. Et je dirais que ça, c'est le grand débat sur l'utilisation de pigments. Et naturellement, en dehors de ce débat, en tant que préhistoriens, nous essayons de développer des méthodes qui n'étaient pas développées jusqu'à il y a une dizaine d'années,
tous les préhistoriens sont capables de reconnaître un bout de silex taillé, mais peu se sont penchés sur les pigments. Parce qu'il faut avoir un savoir-faire, je dirais, à la fois de géologue, de chimiste et aussi de préhistorien, qui essaye de comprendre, de transformer les informations de ces pigments dans des séquences d'opérations. C'est plus facile de lire un nucléus ou un outil taillé que se donner les moyens d'identifier si les sources d'un pigment utilisé à un site paléolithique étaient proches, lointaines. Cela implique un croisement de techniques à la fois de microscopie, d'expérimentation et de caractérisation structurale élémentaire qui n'étaient pas vraiment parfois à la portée aussi des préhistoriens il y a une dizaine d'années. Et dessous ces recherches ressort une complexité dans l'utilisation des pigments de plus en plus forte. Et une découverte qui a marqué cette évolution est celle il y a 2 ans auquel j'ai participé de conteneurs de pigments dans des sites de Mid-Stone Age et en particulier dans le site de Blombos où nous avons trouvé des ormeaux encore avec des résidus de pigments, donc des conteneurs avec encore le résidu, donc c'est les plus anciens pots à peinture connus, provenant de couches vieilles de 100 000 ans, associés avec tous les outils pour pouvoir traiter ce pigment. Et en étudiant ces outils, les traces sur les outils et les fragments, les poudres, les fragments de pigments à l'intérieur des conteneurs, on a pu reconstituer dans une certaine mesure la recette de ces premiers pigments. C'est-à-dire le fait qu'à la fois ces pigments étaient abrasés sur des plaquettes de quartzite, mais étaient aussi taillés, et que les tout petits éclats produits par le pigment étaient par la suite écrasés et mélangés dans ce pigment, dans ce mélange, qui peut-être probablement contenait un liquide, nous ne savons pas quel liquide, mais probablement il y avait de l'eau ou de l'urine, enfin un élément aqueux, peut-être mélangé avec de la graisse animale, parce que dans le mélange il y avait aussi des tout petits bouts d'os spongieux qui étaient écrasés, ce qui favorise donc la sortie de la moelle de l'os spongieux. Donc ça, c'est vraiment la première fois qu'on a pu trouver associer les pigments, les conteneurs, les outils et reconstituer la chaîne opératoire. Et également montrer aussi qu'il y avait au moins 2 pigments utilisés et que certains outils, que tout l'ensemble avait été déposé à un certain endroit pour être réutilisé ensuite. Et ça, on peut le savoir parce qu'il y a certains meules et molettes qui ont été réaffûtés et qui portent des traces de pigments différents sur différentes faces. Et parce que certains de ces meules sont présents dans le mélange, mais ne sont pas présents dans le kit. C'est-à-dire qu'il reste des éclats de meules qui ont été jetés probablement dans un autre endroit du site, en dehors du site. Donc, cela montre une certaine complexité. Et donc dans le traitement, bien qu'on ne sache pas vraiment à quoi ce pigment a servi. Et à partir du Paléolithique supérieur, est-ce qu'on voit des apparitions de nouvelles utilisations de ces pigments? Bon, naturellement, il y a des utilisations qui sont liées à l'art pariétal, mais ces utilisations probablement ne constituaient que peut-être le 5 ou le 10% de cette utilisation de pigments. Et les utilisations les plus courantes devaient être celles encore du traitement de la peau, de la couverture d'objets de parure, de peinture corporelle, peut-être aussi de tatouage. Donc je dirais que c'est un ensemble le pigment, que ce soit de pigment noir ou pigment rouge, à partir du Paléolithique supérieur, mais je dirais aussi même à partir du Châtelleraunien, parce que le site de la grotte d'Arcy dans les couches châtellerauniennes conserve une énorme quantité de pigments, donc probablement les derniers néandertaliens avaient une utilisation très complexe de pigments, et le dernier travail que nous avons effectué sur les pigments du Châtelleraunien confirme cette complexité avec à la fois une utilisation de pigments rouges et noirs, mais à une variabilité très forte dans les noirs et dans les rouges, ce qui fait penser à une utilisation de pigments très fins,
peut-être pour des activités comme la peinture corporelle, mais aussi de pigments plus grossiers qui se prêtent mieux, et on le voit expérimentalement par exemple dans la production de mastiques, comme dégraissant donc pour des mastiques ou d'autres produits qui demandent d'avoir une certaine variabilité dans la granulométrie des matières pigmentées.